Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi pour débattre, commenter l'actualité. Aujourd'hui, évidemment, hommage à nos soldats au Mali. On va en parler. Et puis, cette question qui a été lancée, évidemment, hier par la France Insoumise. Faut-il quitter le Mali? On va revenir sur toutes ces questions. Mais l'émotion est grande ce matin après qu'on ait appris le décès de ces 13 militaires. On en parle avec Patrick Mignon, ancien commandant de bord, membre du Parti chrétien-démocrate. Bonjour. Bonjour. Olivier D'Artigol, chroniqueur politique. Geneviève Gotzinger, présidente de l'agence Image. Bonjour. Bonjour. Et Rafik Smati, chef d'entreprise, président du mouvement Objectif France. On va également parler de nos agriculteurs. Soutenez-vous leur mobilisation? Est-ce qu'il y a un agri-bashing? Est-ce que vous les aimez, vos agriculteurs? Eux se sentent mal aimés. Ils convergent aujourd'hui vers Paris. Ils sont en train d'arriver vers l'avenue Foch. Et puis, quelques mots également sur les retraites où on ne comprend plus grand-chose. On va commencer à faire un petit tour de table avec ce qui a retenu votre attention dans l'actualité. Geneviève, c'est un coup de gueule. Oui, le Black Friday, effectivement, ça illustre toute la schizophrénie de notre société. À la fois, on nous explique qu'il faut consommer moins, qu'il faut recycler davantage, que la préservation de la planète, et on est tous d'accord là-dessus, bien sûr, est importante. Et que si on consommait, si on gardait les uns et les autres nos appareils, ne serait-ce qu'un an de plus, en fait, on éviterait une moyenne d'émissions de gaz à effet de serre de 1% de la ville de Lyon chaque année. Ouais. Donc voilà, donc c'est effectivement important. Et à côté de ça, nous vient des États-Unis quelque chose qui n'est pas du tout finalement français dans nos gènes, qui est ce Black Friday, qui incite à une frénésie de consommation. Donc exactement l'inverse du discours ambiant de tous les jours. Ouais. Et une schizophrénie gouvernementale aussi, avec des ministres qui ne sont pas en accord, entre Bruno Le Maire en total désaccord. Bruno Le Maire qui dit allez, consommez, allez-y, il faut relancer la consommation en France, qui disent l'inverse et qui lancent une grande campagne pour le recyclage au moment du Black Friday. Alors j'entendais notre camarade François Monboise qui vient régulièrement ici et qui lui est le président de la Fédération Européenne de la Vente à Distance et qui disait c'est une manière aussi des gens de faire leurs courses de Noël moins cher. Ce sont des promotions, on paye 25 à 30% moins cher. Maintenant, oui, mais alors ça, c'est pas complètement vrai. Donc vous avez lu l'étude de l'UFC Que Choisir qui vous explique qu'en réalité c'est de l'ordre de 2% en moyenne. Donc on a aussi achète des trucs qui servent à rien et dont on n'a pas besoin. Beaucoup de trucs qui servent à rien quand même. Un mot sur ce Black Friday, ça vous agace? Ça vous, Rafik Smati, vous êtes un professionnel également d'Internet. Je trouve que cette fièvre consumériste à outrance qui vient importer dans notre pays un concept avec lequel nous n'avons rien à voir, il y a derrière ce Black Friday quelque chose de profondément gênant, voire indécent. Mais pour autant, je ne me place pas du tout du côté de ceux qui pensent qu'il faut l'interdire, parce que tout cela est évidemment absurde. Il y a un libre marché et si le marketing a envie de s'emparer d'un concept, il a bien le droit de le faire, c'est son rôle et c'est le jeu. Maintenant, aux consommateurs de faire preuve de responsabilité et de résister justement à cette frénésie consumériste dans laquelle le système tend à nous aspirer. Un mot ? Olivier D'Artigol. Oui, une proposition. Ne commandez pas vos livres sur Amazon. Faites vivre les petites librairies de quartier qui sont formidables, avec des professionnels qui conseillent des lectures, etc. On peut aussi, par nos propres comportements, agir. Et puis, ce sont aussi les libraires mobilisés. Il y a des plateformes, des libraires qui peuvent, des sites sur lesquels vous pouvez commander. Ce sont des groupements de libraires et vous les avez aussi en 24 heures. Mais effectivement, vous avez raison. Le bilan environnemental de la commande est quand même pas terrible. Alors, l'année dernière, je suis d'accord avec vous, sauf que Black Friday 2018, 1 million de colis livrés en une seule journée, en ce seul Black Friday. Donc, c'est vrai, sauf qu'on vous oppose le fait qu'aujourd'hui, dans notre société dit l'immédiateté, je veux ce livre, je commande sur Amazon, je l'ai tout de suite, alors que voilà. Mais avec les libraires, à la librairie, vous l'avez encore plus vite. Vous déplacez dans une librairie, vous l'avez en librairie, vous l'avez aussi. Oui, on l'a très vite. Absolument. Patrick, ça rejoint un petit peu sur la consommation. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Rafik Smati, c'est-à-dire que quelque part, moi, ça me gêne beaucoup. Il n'y a pas que le Black Friday, Halloween, qui est totalement importé, qui n'avait strictement rien à voir dans notre culture avant qu'il y ait une pénétration de cette fête dite celte, encore qu'on lui donne des racines européennes, mais je pense que ça vient bien plus des États-Unis. Et puis pareil, cette commercialisation qui tourne autour de Noël, de la fête de Noël. Alors c'est vrai que c'est la fête, une fête chrétienne, sauf que c'est là où il y a Noël, les enfants, on leur fait des cadeaux, donc on leur fait des cadeaux, il faut en acheter. Il y a des limites qu'on dépasse, je pense. Après, c'est individuel, vous avez tout à fait raison, c'est en ça que je vous rejoins. À chacun de voir, moi j'ai un vieil iPhone.
c'est encore récent, c'est quand même un truc dit intelligent, mais c'est pas le dernier cri du dernier cri, et il marche toujours. Donc, mais il y a un mouvement vers la déconsommation tout de même. Oui. Sandrine, elle nous dit quand on n'a pas les moyens tout au long de l'année, on en profite un peu pour des choses qu'on ne peut pas s'offrir. Voilà. Est-ce que c'est vraiment de la surconsommation? Après, il vaut mieux acheter en boutique et non sur Internet. Voilà, je pense que c'est tout à fait un avis raisonnable. Un coup de gueule, Patrick? Non, enfin, d'abord, on va en parler. Oui, on va en parler parce que tous vous vouliez rendre hommage aux militaires de Pau, donc on va évidemment de Gap et tout. À nos militaires. Non, le coup de gueule, ça serait du coup, c'est lié à un autre sujet que vous voulez aborder, c'est celui des agriculteurs. C'est du côté grande distribution que je me place. Je vois qu'il y a une loi qui a été faite et ils sont encore dans la rue, c'est donc que c'est pas correct, la loi a été mal faite ou insuffisante et puis qu'elle est mal appliquée. Prévisible. Et puis voilà. Donc j'entendais ce matin que on parle de la grande distribution est censée mettre en concurrence les gens. Alors là, c'est la panacée, la concurrence libre et non faussée de Bruxelles, c'est super. Sauf qu'ils ont que 4 centrales d'achat. Donc c'est pas de la vraie concurrence, c'est au contraire de la fausse concurrence, c'est presque un monopole de cette grande distribution qui étrangle les agriculteurs. Donc moi, je suis en pétard contre ce genre de choses et on rejoint cette idée que vous venez d'aborder avec le Black Friday et ce que dit la dame, votre interlocutrice, c'est-à-dire que évidemment que les gens ont des moyens limités et qui cherchent à dépenser le moins possible. Donc évidemment, la grande distribution a de beaux jours devant elle puisqu'elle proposera toujours les tarifs les plus bas. Mais quelle société on veut aussi, parce qu'à l'autre bout, on étrangle les agriculteurs qui crèvent au sens propre de ces prix bas. Donc moi, ça me pose des sérieux problèmes. Par contre, la grande distrib qui se fait des marges confortables, là, ça me gêne. On va en reparler parce que ça fait évidemment partie de la question. Rafik Smati, vous hésitiez, vous vouliez faire un coup de cœur à Bernard Arnault pour le rachat de Tiffany. On l'a. Non, mais Alexis Poulain l'a fait lundi. D'être soutenu. Non, mais c'est très bien. On peut être fier de ce rachat. On parle beaucoup de la France qui perd des parts de marché dans la mondialisation, de la France qui perd, des entreprises françaises qui se font acheter. Je crois que quand il y a des nouvelles qui sont opposées à celles-ci, il faut les mettre en avant. Et quand il y a des entreprises françaises et des grands capitaines d'industrie qui font rayonner notre économie, il faut le faire. Mon coup de gueule d'aujourd'hui, c'est une déclaration de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui a mis une proposition, celle d'instaurer un impôt mondial sur les entreprises de 12,5%. Et pourquoi c'est un coup de gueule? Parce que je me fais la réflexion suivante. Au lieu de chercher à régir la fiscalité mondiale, notre ministre de l'économie ne ferait-il pas plutôt mieux de faire en sorte que notre fiscalité à nous soit plus compétitive, pour que nous puissions rivaliser dans la grande bataille du commerce international? Nous avons là, à travers cet exemple, tout le complexe de supériorité de la Macronie qui cherche à imposer sa vision sur l'ensemble du monde et qui, au final, se terminera par rien. Un effet d'annonce pour bomber le torse, pour se donner l'illusion d'action. Tout ça pour rien. Balayons devant notre porte. La France est le pays de l'OCDE dans lequel nous payons le plus d'impôts. Alors, je vais vous donner la parole dans un instant, Olivier, parce que ça concerne notre débat qui va suivre. Moi, je voulais juste signaler le paradoxe des illuminations des Champs-Élysées, dont le sponsor est Ferrero. Ferrero est le fabricant de Nutella, régulièrement accusé de déforestation en Indonésie. Donc, alors, je lis que Mme Hidalgo et que la mairie de Paris n'est pas responsable du partenariat. Néanmoins, je vois que Total a été refusé comme sponsor des Jeux Olympiques, ce qui a pour conséquence aujourd'hui, et on ne sait peut-être pas assez, c'est qu'il n'y a qu'un sponsor des Jeux Olympiques, c'est-à-dire que tous les industriels ont été solidaires de Total, mais c'est vrai que Ferrero sur les Champs-Élysées, ça fait un petit peu désordre, non ? C'est-à-dire, faut être cohérent, non? J'allais prendre ça et je me suis dit, tu peux peut-être pas cibler une marque à la radio. Donc je vois parce que c'est partout, il y a une vraie polémique. Donc et d'autant plus que, bien sûr, la malbouffe libre et non faussée, selon un livre de quelqu'un que je connais qui s'appelle Jean-Pierre Anjalbert, qui est docteur et maire de Saint-Prix, ces nourritures-là, c'est vraiment catastrophique pour la santé et la déforestation par ailleurs. En même temps, on ne peut pas leur interdire d'être partenaire. Non, mais par contre, en plus, Ferrero m'a particulièrement énervé, en ce sens que ce sont des gens qui ont certainement une pensée politique, citoyenne, ce qu'ils veulent, mais en tant qu'entreprise, je ne vois pas qu'ils aient
le droit de me dire ce que je dois écouter ou pas écouter. Je fais référence à l'émission d'Éric Zemmour sur CNews. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec cette émission, ils font partie avec des les annonceurs propos, qui se sont font partie des annonceurs retirés. qui sont prononcés pour un boycott de cette émission. Ouais. Franchement, donneur de leçons, quand on voit ce qu'ils font derrière, il ferait mieux de se taire. Un commentaire? 100% d'accord. Quand une entreprise se met à faire de la politique, il ne faut pas qu'elle soit surprise que certains en fassent vis-à-vis d'elle. Ouais. Voilà. Non, Olivier, ça vous inspire pas? Ça vous dit rien, ça vous choque pas, ça vous indigne pas? L'huile de palme, ça me choque beaucoup. Ce qui s'est passé concernant Total et les JO, il y aurait beaucoup à dire. Le lobbying de Total à l'Assemblée nationale, puisqu'on a failli avoir un amendement, heureusement, qui a été retoqué en seconde lecture concernant l'huile de palme, justement. Moi, tout ça est trop imbriqué. Les pouvoirs économiques et financiers est trop imbriqués au pouvoir politique. Ouais. Et puis, je voulais vous signaler à lire dans l'Express une enquête absolument incroyable, un charnier au cœur de l'Université Paris-Descartes à propos du centre du don des corps. Vous savez que beaucoup de gens, de moins en moins d'ailleurs, de gens font don de leur corps à la science. Et donc, l'Université de Paris-Descartes, qui est le plus grand centre de don des corps, aurait accueilli un grand nombre de dépouilles dans des conditions absolument abjectes. Et on peut parler de charnier, c'est-à-dire de conditions d'entrepôt pour entreposer les corps qui sont totalement indignes. C'est un article glaçant, c'est pour ça que je me permets de vous le signaler ce matin. On va marquer une pause et on va revenir avec l'hommage à nos militaires, à ceux qui sont engagés d'une manière générale pour la France et plus particulièrement les 13 soldats qui sont morts avant-hier dans un accident d'hélicoptère. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, on va parler de nos agriculteurs, mais évidemment ce matin, nous parlons du Mali, de nos soldats qui sont engagés là-bas, de cette question, faut-il rester au Mali? Pourquoi sommes-nous si seuls? Et puis cet hommage qui est rendu par tous les Français à ces soldats qui sont morts, et c'était votre hommage ce matin, d'autant que certains d'entre eux venaient de Pau. C'est un coup de cœur pour François Bayrou, notre maire, pour la municipalité de Pau, dont je suis élu. Parce que hier, il s'est passé quelque chose, c'est toujours important de le mesurer. C'est-à-dire la population était présente en grand nombre. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a eu un rassemblement, oui, plus de 600 personnes devant la mairie à 19h. Le 5e régiment d'hélicoptères de combat, c'est quelque chose de très important pour notre territoire. Nous y sommes très attachés. Il est basé depuis 1977. Et donc, tous les 4 mois de l'année, les soldats du 5e régiment partent au Mali pendant 4 mois. Ouais. Ils étaient donc partis depuis septembre. Donc, c'est un très lourd tribut. Et je suis un peu étonné, je t'en ai là-dessus, de voir qu'il y a quelques années encore, face à de tels drames, le temps politique, médiatique, s'arrêtait un peu, et on pouvait chacun, à notre manière, faire le deuil, communier chacun à notre manière. Ouais. Et puis, la vie politique reprenait ses droits quelques temps après. Je me rends compte que ce temps-là n'existe plus. Donc nous, à Pau, on est encore terriblement pris par ce qui s'est passé. Ouais. Parce que c'est très présent. Mais oui, c'est par rapport à la présence de ces régiments dans un territoire. On voit d'ailleurs que quand des régiments sont supprimés, ça crée un choc. Parce qu'ils participent. Ils font partie de la vie et de la ville. Ce sont des citoyens, c'est toute une économie aussi autour. Et puis, j'ai envie de dire, un attachement à nos... donc nous, on est encore très, très bousculés, très... par ça. Un hommage national va être rendu lundi prochain aux Invalides. Geneviève Wattinger. Oui, à part les propos de Jean-Luc Mélenchon, j'ai quand même eu le sentiment hier que cette unité nationale, elle était vraiment, elle était totale, elle était très forte. Les médias aujourd'hui sont sûrs, est-ce qu'il faut se maintenir au Mali? C'est une question, pardon. Mais paradoxalement, ce sont des militaires. Ce sont des militaires. Ils sont engagés, c'est leur vie, c'est leur choix. Aujourd'hui, on n'accepte plus la mort, on n'accepte plus le risque. Donc, évidemment qu'il faut leur rendre hommage. Tout un travail idéologique sur le thème de la guerre propre. La guerre n'est pas. Non, elle n'est pas. Mais justement, c'est un paradoxe dans ce que vous dites quelque part. Pourquoi ? Parce que ce sont des militaires qui sont engagés, qui sont. Mais eux acceptent la mort, Valérie. C'est ça, c'est absolument un tragique accident. Non, ce n'est pas. Ils sont morts en opération de combat. Oui, mais c'est un accident.
Ils n'ont pas été abattus, l'hélicoptère n'a... Non, parce que quand on lit les témoignages, mais vous êtes mieux placé certainement, c'est qu'ils sont en opération de combat, ils sont en opération en nuit totale, et donc ce sont des opérations extrêmement difficiles. Et d'ailleurs, les militaires de Pau disent arrêtez de dire que c'est un accident. Ils étaient en opération de combat. Bien sûr. Moi, je suis assez d'accord avec ce qu'il vient de dire. D'ailleurs, il a eu un lapsus qui est très révélateur, avec lequel je suis entièrement d'accord. Il parlait du régiment de Pau en disant c'est quelqu'un. Il s'est repris. Non, c'est effectivement, pour moi, les régiments qui sont dans les villes de province, ce sont des personnes physiques, vivantes. C'est-à-dire que c'est pas une personne morale ou une entité qui est là et qu'on a mis dans une caserne. Donc, sur le plan sentimental, je sais, à Bayonne, c'est pareil. Les gens sont très attachés aux régiments qui sont dans les villes. Oui, ce sont des opérations extrêmement techniques. Je suis pas qualifié pour en parler. Et la technologie actuelle, je la connais même pas. Mais à mon avis, le pilotage avec des lunettes, JVN, des jumelles à visée nocturne ou autres, des trucs qui illuminent un peu, ça doit être très compliqué, surtout avec des hélicos, avec peut-être de la poussière, avec pas mal de choses, des communications complexes. Enfin bref, oui, c'est un métier. Sans lune hier. C'est un métier difficile. Mais sans lune au moment où ils sont morts. On choisit systématiquement les nuits les plus sombres parce que si c'est pleine lune, la discrétion est non, mais en général, ils cèdent de la lune quand même pour se déplacer. Opération de combat par nuit noire. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà. Est-ce qu'effectivement, évidemment, il y a de l'émotion, il y a toujours, c'est absolument dramatique. Maintenant, est-ce qu'il fallait accorder plus de temps? C'est ce que vous dites, Olivier. Vous dites finalement, on leur donne, on leur consacre pas assez de temps. Dès le lendemain sur la nature de notre présence, ça donne le sentiment qu'ils se sont engagés. Je ne veux pas dire pour rien, mais que faisaient-ils là-bas presque? Pardon, vous avez quand même écouté Jean-Marie Bockel, qui a perdu son fils lors de cette opération, qui a perdu son fils sur le terrain, qui était extrêmement émouvant à la fois dans l'expression de sa fierté, de son amour et de son chagrin immense. Lui-même n'hésitait pas déjà à poser cette question et à une réponse à plusieurs journalistes, expliquer que son fils lui-même se posait cette question. Et je pense que quand vous êtes sur le terrain, comme le sont ces militaires, vous vous posez la question du sens de votre engagement, du sens de ce que vous faites, même si vous êtes pleinement engagé dans l'opération. Rafik Smati, vous avez quoi? Le premier sentiment qui me vient, et mon premier réflexe, c'est de vouloir adresser mes condoléances, évidemment, aux familles et aux chefs d'état-major des armées, c'est-à-dire à toutes nos armées. Mais par-dessus tout, l'esprit qui m'envahit aujourd'hui, c'est un esprit de fierté. Je suis fier de ces soldats. Je suis fier de nos soldats, je suis fier de nos armées, dans un monde qui a renoncé à un certain nombre de valeurs, qui a renoncé à un esprit, alors qui n'est pas populaire, qui est de moins en moins populaire, qui est l'esprit de sacrifice. Eh bien, eux le portent. Enfin, de tout le temps. C'est le principe même des militaires. Absolument, ils le portent haut et fort, et ce sont quelque part les garants d'un certain nombre de valeurs que doit porter notre nation aujourd'hui. Alors, oui, certains posent la question de est-ce que cette opération a un sens? Il faut la poser, et il faut y répondre. Et moi, je réponds qu'elle a un sens. Je réponds qu'elle a un sens parce que je veux qu'il y ait un sens. Parce que nos soldats ne sont pas morts pour rien. On parlera tout à l'heure des raisons peut-être pour lesquelles la France est en Afrique, et des raisons pour lesquelles nous sommes peut-être les seuls à y être, ce qui est extrêmement grave. Mais ces soldats ne sont pas morts pour rien. Il se passe des choses en Afrique. Il y a un lien historique fondamental entre l'Afrique et la France. Nous y sommes parce que nous avons été appelés par les Africains. Nous n'y sommes pas invités. Et donc, nos soldats y sont pour une juste cause, et nous devons défendre cette cause. On se retrouve dans un instant, 0826 300 300. On vous attend. On aura Mohamed en ligne avec nous dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Vous retrouverez ensuite André Berkoff. Nous parlons de l'engagement de nos soldats au Mali. On en parle avec Patrick Mignon, Olivier d'Artigol, Geneviève Götzinger et Rafik Smati. Yves est en ligne avec nous. Bonjour Yves. Oui, bonjour Sud Radio, bonjour toute l'équipe. Alors, vous avez été militaire vous-même? Non, j'ai travaillé au ministère de la Défense 15 ans et j'ai côtoyé en même temps des personnes qui avaient fait partie de la DDSE, des services extérieurs. J'ai côtoyé un peu de personnes, je ne vais pas dire pas mal, je ne suis pas un expert, loin de là. Mais voilà, je voulais répondre à tout ce que j'entends depuis hier, aux idioties qui sont données à droite, à gauche, et qui sont répétées. Bon, premièrement, je m'incline devant la mort de tous ces soldats.
Point à la ligne. Voilà. On parle des soldats, il faut bien faire attention. Dans tous les soldats, il y a un légionnaire. Il faut bien le dire. Il y a un légionnaire dans tous les soldats. Que faisait-il là? Voilà, ça, la presse ne se le demande pas. Moi, je me le demande, que faisait un légionnaire là-dedans. Peu importe. J'ai entendu deuxièmement, tout le monde critique monsieur Mélenchon, tout cela. Monsieur Mélenchon est un politique. Ce n'est pas aux militaires de faire la guerre. Les militaires font la guerre sur ordre des politiques. Le problème de l'opération qu'il y a lieu là-bas doit être réglé par la politique, par les politiques. Et si c'est pas maintenant, si c'est pas plus tard, il faut que ce soit réglé. 3 petites choses que je vais rappeler. Lorsqu'il y a eu l'opération de Raqqa au Liban, 57 morts. La France avait dit nous ne partirons jamais du Liban. Oui, un an après, on était partis. Voilà. Lorsqu'il y a eu l'incident, malheureusement pas l'incident, lorsqu'il y a eu 12 ou 13 morts en Afghanistan, jamais nous ne partirons d'Afghanistan. On en est parti, tout le monde est parti. On devait mettre l'Afghanistan dans une démocratie. On n'en parle plus. Donc vous dites, on a pas mal de réactions. Vous dites donc qu'il faut aujourd'hui partir du Mali, si je comprends bien. Je ne dis pas du tout ça. Je dis que c'est la représentation politique. Le politique sert à ça. La représentation politique doit se prendre ce problème à bras le corps. Évidemment, maintenant, je le comprends très bien, il est un moment de calme et de douleur, mais elle doit la prendre, le gouvernement, comme les partis politiques qui représentent la nation. On ne peut pas laisser faire, les militaires ne commandent pas, les militaires sont commandés. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup Yves. Adrien nous dit la présence de notre armée au Mali a un sens. N'oublions pas que les terroristes qui ont attaqué la France ont pour la plupart fait leurs premières armes à l'étranger. Je préfère qu'on les tue là-bas, et effectivement c'est aussi pour ça qu'on est là-bas, mais on peut s'interroger aussi sur ces gouvernements africains, sur beaucoup de choses. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de... parce que depuis j'ai retrouvé cette réalité depuis l'automne, c'est un automne meurtrier. Depuis septembre, 170 soldats maliens et burkinabés ont été tués sur le terrain. Donc on a aussi, nous, un regard parfois ethnocentrique. Donc il y a des pertes très lourdes. Ce qu'on peut questionner, c'est comment les logiques de guerre... Daesh est un enfant de la guerre. Il s'est déployé sur les décombres de la guerre. Et comment une culture, oui, de paix, j'utilise ce terme, on n'en parle presque plus, une culture de paix, pourra se reconstruire. Et en posant aussi des questions concernant la manière dont Daesh, malgré 20 000 hommes engagés au Sahel, Daesh, c'est les djihadistes, pour résumer, il y a plusieurs groupes, c'est quelques milliers. Il y a un échec de l'engagement militaire puisqu'on n'arrive pas à y mettre fin. Ça pose la question des soutiens de ces groupes djihadistes par des États, et notamment par l'Arabie Saoudite. Quand est-ce que cette question, dans notre pays, sera regardée en face ? Il y a beaucoup d'hypocrisie quand même. Il y a un fait générateur quand même qui est aussi la chute de Kadhafi, à laquelle on a contribué et qui a participé de cette déstructuration d'une région entière. Alors aujourd'hui, c'est vrai que on ne peut pas partir. Enfin, vous posiez la question tout à l'heure. C'est évident qu'on ne peut pas partir. Ce qu'on peut regretter, c'est d'être un petit peu seul sur place. Parce que c'est vrai que si les Européens étaient avec nous sur place, l'image de l'opération elle-même serait complètement différente. Donc on a intérêt à entraîner les Européens dans cette action. Cela dit, s'ils viennent pas, c'est à la fois... Ça fait un moment qu'on y est, ça fait un moment qu'il n'y a personne qui répond, hein. Parce qu'ils sont relativement en désaccord avec notre politique africaine aussi. Au-delà de l'aspect militaire lui-même, ils sont en désaccord avec la politique qu'on mène en Afrique, l'arrimage du franc CFA à l'euro, tout le débat autour du franc CFA. Tout ça, c'est lié en fait. Et il faudra peut-être un débat à un moment sur les conditions notre lien avec l'Afrique. Qu'est-ce qu'on veut, quel rôle on veut jouer en Afrique, sachant qu'on a des liens historiques qui font que de toute façon, il y a des intérêts aussi. Et on y a des intérêts en termes de sécurité, donc on ne peut pas en partir. Mais en même temps, il y a toute une relation à redéfinir. On a en ligne Mohamed, je vous donne la parole après Mohamed, qui attend depuis un petit moment. Bonjour Mohamed. Oui, bonjour Valérie, bonjour à vos invités et bonjour aux auditeurs, auditrices. Voilà, je trouve que je suis de tout cœur avec les familles qui ont perdu un de leurs en Afrique.
Et je comprends que ce soit douloureux pour eux, mais je pense que déjà, ce problème est dû à une mauvaise gestion des cadres de l'armée, parce que je pense qu'ils ont fait partir des hélicoptères sans les nouvelles technologies, donc pour le repérage, ça a été compliqué. Et autre chose, partir du Mali, je dis non, mais peut-être est-ce qu'on est au Mali pour la bonne cause? Est-ce qu'on est au Mali pour défendre un régime peut-être qui est à... On doit se poser des questions, ou on est au Mali pour défendre des affaires, ou alors vraiment aider le peuple malien à sortir un petit peu de tous ces problèmes et une vraie coopération commerciale et industrielle. Voilà, je pense que l'Afrique, c'est ça. J'ai l'impression qu'il ne faut pas que ce soit l'Afrique des affaires ou ce qu'on oublie le peuple. Notre problème, c'est ça. Regardez un petit peu ce qui se passe en Libye. Ben, je veux dire, on y a été, on est parti. Regardez où on en est. Regardez en Irak. C'est le même problème. C'est que les Américains... Ils ont foutu une pagaille monstre, et puis bon, on a vu naître Daesh, puisque c'est au départ c'était une histoire irako-irakienne, et finalement c'est toute l'Europe qui a subi les conséquences, et peut-être c'est demain, on n'a pas envie de voir arriver en Europe des gens qui fuient la guerre, la misère et tout ça. Je crois qu'il faut une vraie coopération. Et puis, de vous inviter à parler du franc CFA, c'est une honte, c'est une vraie honte. Et je comprends les Européens qui ne veulent pas s'engager avec nous. Peut-être il faut une vraie... On ne peut pas soutenir un régime qui est corrompu et demain former une armée malienne où les généraux prendront place, ou si ça va être au détriment de la population. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. Merci Mohamed. Oui, pas mal de nos auditeurs nous disent ça. Vincent vous conseille, Olivier d'Artigol, de lire le livre de Chénaud et Malbruno sur le sujet. Beaucoup parlent de l'argent de l'Arabie Saoudite. Bien sûr. Donc il y a tout à Patrick Mignon. Oui, moi, alors tout d'abord, c'est vrai, on rend hommage aux militaires qui ont été tués, mais moi c'est plus globalement, et c'est pas de la démagogie, c'est à l'ensemble de nos forces armées que je souhaite rendre hommage, parce qu'en réalité, comme vous l'avez dit, d'une certaine manière, ils engagent leur vie en toute conscience. Donc, avec peu de moyens, on a une femme de militaire qui nous dit: mon mari est obligé de s'acheter lui-même son gilet avant de partir en Guyane. Parce que voilà, donc c'est à eux que je rends hommage en totalité, parce que en fait, ils connaissent et ils savent, et leurs familles savent. Eux et leurs familles, évidemment, parce que les épouses qui restent en métropole ou en France savent les risques qui sont pris et elles stressent tous les jours en attendant le coup de fil. Donc voilà, ça c'est la première chose. Alors, pour ce qui est de la présence là-bas, d'abord, comme vous l'avez dit, on y est allé à la demande du Mali, parce qu'ils n'arrivaient pas à faire face au djihadisme et qui allait les renverser. À ce sujet, d'ailleurs, j'apprécierais que le gouvernement malien délivre, et les affaires étrangères maliennes délivrent un peu plus de laissez-passer consulaires pour permettre le rapatriement de ceux que la justice française, des Maliens qui doivent retourner dans leur pays, de manière un peu plus facile. J'ai un document qui me dit qu'à peine 8 laissez-passer ont été donnés aux Maliens que la France souhaitait pouvoir expulser. J'ai vécu ces expulsions pour y participer, c'est toujours très compliqué. Deuxièmement, le G5 Sahel, c'est-à-dire tous ces 5 pays d'une ceinture alignée qui font face au terrorisme, mais si on n'y est pas, et on y est à la demande, encore une fois, de ces pays, mais après c'est le Sénégal. Et si c'est le Sénégal, c'est l'ouverture sur la façade atlantique qui est là, avec des ravitaillements. Vous parliez des pays qui soutiennent ce terrorisme pour des buts c'est la Côte d'Ivoire aussi, au sud du Burkina. Au sud, la Côte d'Ivoire, mais le Sénégal, plein ouest, directement, les bateaux peuvent accoster et alimenter tous ces trafics. Est-ce que quelqu'un ici se souvient du Biafra ? Non. Enfin, oui, on s'en souvient, mais c'est très loin. Il faut être âgé comme moi, malheureusement, pour s'en souvenir, dans les années 60-70, où c'était le Biafra. J'ai posé à plein de mes copains la question, plus personne ne le sait. Le Biafra, c'était au Nigeria, la partie sud,
les chrétiens animistes qui étaient au golfe de Guinée, là où il y a toutes les plateformes pétrolières des grandes compagnies mondiales. Eh bien, les Biafrais ont été exterminés par le nord du Nigeria musulman qui descendait. C'est exactement la même chose. Ça n'avait pas le nom de terrorisme et de djihadisme. C'était exactement la même chose, mais pour des motifs économiques. Et on a passé par pertes et profits une ethnie entière, chrétienne animiste, les Biafrais. Et je me souviens encore du drame de ces gamins qui étaient en train de mourir de faim. C'était des images invraisemblables. Ouais. Rafik Maty, sur la présence. Il y a une confusion que j'entends depuis 48 heures, ou 24 heures plutôt, qui est absolument détestable. J'entends faire référence à la situation en Libye, à la situation en Afghanistan, en Irak, mais ça n'a rien à voir. La France a un accord de défense avec une douzaine de pays africains. Le Mali a fait appel à la France dans le cadre de ces accords. Nous honorons nos engagements. C'est le minimum que nous puissions faire. Il y a aujourd'hui un gouvernement au Mali. On peut en penser ce qu'on veut. Il y a un président de la République et un Premier ministre au Mali. Si ces gens-là émettent le souhait de voir la France partir, la France partira. Ils ne le font pas. Alors, soyons posés. Ayons conscience du fait qu'aujourd'hui, la France assure quasiment seule le bouclier de protection européen dans les avant-postes africains, que quoi que l'on dise ou quoi que veuille raconter le président de la République Emmanuel Macron, il n'y a pas d'armée européenne, il n'y a pas de sentiment d'armée européenne, il n'y a pas de diplomatie européenne. La France prend ses responsabilités, des responsabilités qui sont ancrées dans une histoire de coopération, dans une longue histoire avec l'Afrique. C'est tout en l'honneur de la France et c'est sans doute, et j'ose le dire, probablement la plus grande et la plus courageuse des décisions du président de la République, François Hollande. Oui, allez, on va marquer une pause et on se retrouve pour parler des agriculteurs en colère. Comprenez-vous la mobilisation? Est-ce que vous les soutenez? Ils sont en train de manifester en tracteur dans toute la France. Des opérations de blocage sont prévues à Paris. On voit que le périphérique est bloqué, les Champs-Élysées et puis partout en France, des manifestations pour l'efficacité des états généraux de l'alimentation. À tout de suite. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat. Avec vous, donc jusqu'à midi, pour commenter l'actualité. Les agriculteurs sont en colère. Ils manifestent un petit peu partout en France, en particulier à Paris et à Lyon. Ils font monter la pression sur les négociations commerciales avec la grande distribution. Vous l'évoquiez, Patrick Mignon. Ils se sentent mal aimés. Qu'en pensez-vous? Un sondage IFOP en février dernier nous disait que 74% des Français pensent que les consommateurs peuvent avoir confiance dans les agriculteurs et 68% des Français les trouvent modernes. C'est vrai que cette loi que vous évoquiez pour favoriser les agriculteurs, ils en ont pas vu l'effet et c'était prévisible. Ça fait sourire Olivier D'Artigol quand j'ai dit ça, mais c'est vrai que quand c'était écrit d'avance. C'était écrit d'avance, oui. Alors peut-être Patrick Mignon revenir sur. Si vous me permettez, je pensais à un truc très rapide. Je reviens pour terminer sur le Mali. Rafik Maty a poussé un coup de gueule contre notre ministre des Finances. Je viens d'oublier son nom, mais c'est pas grave. Bruno Le Maire, merci. Je lui suggérerais, moi, plutôt que de pondre ce genre de choses pour une taxe mondiale, d'aller se friter à Bruxelles pour faire en sorte que tout le coût des opérations au Mali, puisqu'il est supporté en totalité par la France, soit retiré du déficit qu'on nous reproche de ne pas respecter. Pourquoi ça, c'est une petite pique supplémentaire. Ça aurait pu être un coup de gueule, tiens, j'y pense maintenant. Bon, pour les agriculteurs, évidemment, moi je suis totalement scandalisé d'entendre qu'il y a de l'agribashing. Peut-être qu'il y a des gens, mais moi les agriculteurs sont essentiels. Ça a été, je rappelle, mais il y a eu avec les associations sur le pesticide, les conditions d'élevage. Il y a quand même un certain nombre de... Moi je connais plein d'agriculteurs qui sont vertueux. Lors des campagnes électorales passées, je suis allé voir la Confédération paysanne dans pas mal d'endroits, les céréaliers. Ils m'ont expliqué pas mal de choses sur le glyphosate de certains pays dont on importe les céréales et ils les traitent au glyphosate après récolte, ce qui fait que c'est un peu autre chose, alors que les nôtres, quand il y a eu des tests qui ont été faits, il n'y en avait pas beaucoup. C'est très dans l'air du temps de taper sur les agriculteurs et leurs pratiques anciennes de productivisme. Aujourd'hui, ils ont fait des efforts. D'ailleurs, ils sont tellement étranglés par ça que je rappelle quand même qu'à chaque fois qu'on leur demande de s'adapter pour les laiteries, pour d'autres différentes choses, ils n'ont pas fini l'adaptation précédente, qu'on leur balance une norme supplémentaire qui fait qu'ils sont obligés de se réadapter et de se réinvestir. Moi, quand je vois des gens, un agriculteur qui se suicide tous les 2 jours,
jours, des gens qui tous les jours, des gens qui ne se payent pas de vacances, qui ont des salaires de misère, qui ne peuvent se verser que des revenus de misère. Franchement, ça suffit. Quant aux retraites, n'en parlons pas. Oui, et Vincent, toujours notre fidèle auditeur, nous dit la France importera en 2023 plus de produits agricoles qu'elle n'en importe. Une honte pour un pays dont c'était la richesse. Voilà, il y a un gros problème avec ça. Et ça suffit que la grande distribution se mette plein d'argent dans les poches. Où va le pognon de dingue que paye le consommateur? Parce que de l'autre côté, j'entendais ce que disait Madame Göttinger, les consommateurs, ils veulent aussi avoir des produits à des prix qui soient raisonnables pour leur portefeuille. Donc il y a entre les deux une pauvreté d'un côté, une pauvreté de l'autre, et où part la richesse, hein. Alors, il y a un vrai problème, je rebondis sur la dernière idée, il y a un vrai problème sur la répartition de la richesse. Oui. Dans le sens où les agriculteurs, leurs syndicats demandent depuis des années ce que l'on appelle le prix rémunérateur. C'est-à-dire qu'ils puissent vivre de leur travail, ce qui est quand même... Puisque nous voyons que les marges prises par la grande distribution, par la filière de la transformation, fait que au final, le consommateur paie quand même un prix souvent élevé, mais qu'à l'autre bout de la chaîne, le paysan donc ne peut pas en vivre. Il y avait eu des engagements, ça c'est terrible, pris par le gouvernement. Je ne me souviens plus, c'était des assises ou il faut retrouver le terme, mais comme quoi tout ça allait être réglé rapidement, FISA. Et on a bien vu les États généraux, et on a bien vu que l'agro-business. On a bien vu que les grandes enseignes ne jouent absolument pas le jeu. Oui. Alors, Rafik Smati. Il y a plusieurs aspects. Les agriculteurs sont quelque part le miroir de notre vie économique, parce que un agriculteur, c'est quoi? C'est un patron de PME ou de TPE. Et finalement, ils vivent puissance 10, ce que des millions de patrons de PME vivent dans notre pays, c'est-à-dire des contraintes, des charges extraordinaires, des normes qui s'imposent à eux, qui leur empêchent de faire leur job. Alors chez les agriculteurs, c'est encore pire que ça, parce qu'il y a notamment des surtranspositions de normes européennes, où on essaye, en France, parfois d'être plus royaliste que le roi. Il y a des normes qui nous sont appliquées, dont acte, mais nous, on décide de mettre la barre un petit peu plus haute, ce qui, fondamentalement, pose un problème. Mais en plus de ça, et c'est sans doute lié au malaise que rencontrent les agriculteurs aujourd'hui, il y a ce fameux agribashing qui... il y a une petite musique dans l'opinion publique, dans les chaînes d'infos, etc., depuis quelques mois, qui vise à dire que d'un côté, il y a les gentils lanceurs d'alerte écologistes qui sont concernés par l'avenir de la planète, et puis d'un autre côté, il y a des agriculteurs qui nous empoisonnent, qui traumatisent les animaux, qui n'en ont rien à cirer de la condition animale, et qui sont en train de broyer la biodiversité. On est en train de construire cette opposition qui est une opposition factice. Évidemment que les choses sont beaucoup plus complexes que cela, et de grâce, ne faisons pas de nos agriculteurs les boucs émissaires d'un modèle de société qui aujourd'hui ne fonctionne plus, qui arrive à bout de course, et qui devrait être revu à bien des égards. Ils ne sont pas responsables de ça. Non, mais alors ils dénoncent aujourd'hui l'agribashing, mais ils dénoncent aussi, ils protestent contre l'augmentation de leurs charges et le gel des prix de leur production, malgré effectivement l'entrée en vigueur de la loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole. Et les traités de libre-échange. Ils dénoncent tout ça, mais au-delà de ça, mais ils sont obligés d'en arriver là. Oui, parce qu'il y a effectivement aujourd'hui un problème d'image, un problème de considération, et je pense qu'ils souffrent aussi de ça, les agriculteurs. L'agribashing, c'est ça, c'est dire vous êtes des tueurs, effectivement, vous respectez pas vos animaux, vous êtes des pollueurs, vous êtes dangereux pour notre alimentation, et cette image-là qui est renvoyée aujourd'hui par certains écologistes un peu radicaux, par des mouvements comme Extinction Rébellion, c'est très douloureux quand ils le mettent en comparaison et en parallèle avec la réalité de leur vie de tous les jours. Ça, c'est l'aspect psychologique. Maintenant, il ne faut pas oublier l'aspect. Bien sûr, très important. Mais ils ont l'impression depuis tous les jours, depuis Jacques Chirac de ne pas avoir de président de la République qui les aime aussi. Mais vivre de son président de la République, c'est ce qu'ils demandent aujourd'hui, c'est pouvoir vivre de leur travail, parce que l'agribashing, tout ça, nous on en parle, eux en parlent aussi, mais leur quotidien aujourd'hui, il est. Vous savez, c'est vrai. Ils ne survivent pas. Mais quand vous avez des fermes qui sont envahies, quand vous avez des fermes qui sont détruites, quand vous avez des mouvements de violence envers des agriculteurs, l'aspect psychologique, il est en fait très concret. Mais on parle de la politique agricole. Attention à la globalisation. J'entends bien que vous notez ces actions qui ont eu lieu. Elles ont lieu. Mais il y a aussi une écologie politique
qui propose des transitions pour les agriculteurs. On ne peut pas les mettre du jour au lendemain sans solution de transition. Et il y a quand même une prise de conscience sur des questions qui relèvent de la santé publique. Concernant la manière dont les choses sont produites. Bien sûr, non, mais il ne faut pas être manichéen dans ces histoires. Non, il y a de la complexité, il faut travailler. Vous savez, il y a sur les pesticides, par exemple, sur les combien de mètres sur les épandages, etc. Dans des villages ou dans des communautés de communes, il y a des espaces de discussion entre les élus, la population et les agriculteurs pour décider ensemble de chartes de bon voisinage, de bonnes pratiques. Donc ça peut aussi fonctionner comme ça. Alors on a des appels, on a Michel qui nous appelle du Gard. Bonjour Michel. Oui, bonjour à vous, bonjour à tout le monde. Bonjour. Qu'est-ce que vous êtes agriculteur ? Oui, je suis agriculteur bio depuis une trentaine d'années. Et je fais une toute petite parenthèse pour dire que, en fait, j'ai lancé une pétition sur le net, scandale écologique, des milliers d'hectares qui actuellement sont en bio vont passer en chimie, par rapport à une administration qui fait des choix qui me paraissent absurdes. Bon, ça c'est une parenthèse, et je voudrais dire qu'effectivement, il y a peut-être des solutions pour permettre justement aux agriculteurs d'aller vers le bio, ou en fait avoir des manières de culture beaucoup plus respectueuses et qui sont laissées de côté, et je trouve que c'est vraiment dommage. Je pense notamment à la RC-Tri, qui est un outil formidable, qui est pour désherber mécaniquement les cultures, et qui permettrait justement, si on l'offrait aux agriculteurs, je dis bien si on l'offrait aux agriculteurs, à tous les agriculteurs en grande culture, puisque c'est là que les produits sont employés, qui pose problème donc en bordure des citadins, là, ceux qui habitent en bordure de champs, quoi. Eh bien, il y aurait des possibilités. On pourrait économiser 75% en désherbage chimique et environ 4 000 tonnes de nitrate vendues chaque année. Vous dites qu'il y a des solutions, qui sont là et de bon sens. On a un auditeur, Chris, qui nous dit: ne détournez pas l'attention, les agriculteurs ne se tuent pas à cause de ça, de l'agribashing, ce que je disais en substance, mais à cause de la politique menée contre eux. Et ça rejoint ce que vous êtes en train de dire, Michel, c'est-à-dire qu'il y a des solutions de bon sens, mais il n'y a pas visiblement de volonté politique. Romain également est en ligne avec nous, qui nous appelle des Bouches-du-Rhône. Bonjour Romain. Oui, bonjour. Bonjour. Vous êtes agriculteur ? Non, mais j'ai travaillé longtemps dans le bio. Ouais. Voilà, donc moi je me posais quelques questions par rapport à ça. Donc l'agribashing, je trouve ça totalement honteux. On ne peut pas dénigrer nos agriculteurs. Ils font un boulot fantastique. Ils ont un travail très dur pour gagner une somme dérisoire. Je voulais relever un petit événement qui s'est passé il y a 13 ans. Il y a eu une crise autour de la production des salades dans les Bouches-du-Rhône, où une centrale d'achat achetait les salades 25 centimes aux paysans, alors qu'elle lui coûtait 35 centimes à produire. Un de nos clients, moi je bossais dans une boutique bio à l'époque, me dit: tiens, c'est bizarre, vous vendez vos salades 1,20 €, le même prix qu'en grande surface. Nous, à ce moment-là, on l'achetait à l'agriculteur 85 centimes la salade. Donc il venait nous livrer en direct, parce qu'on essaye de mettre des circuits courts pour se débarrasser des intermédiaires, parce qu'on sait que c'est un des grands problèmes. Et à quel moment les agriculteurs vont se prendre en main pour faire des circuits courts. Dans le bio, il faut savoir que ça coûte beaucoup moins cher à produire, parce que les traitements phytosanitaires sont extrêmement chers. Et il y a des gens qui ont sonné, qui ont tiré des alarmes. Vous avez un couple fantastique, Claude et Lydia Bourguignon, des anciens ingénieurs de l'INRA, qui ont quitté l'INRA. Claude était le dernier à la chaire de la biologie des sols, qui va expliquer à un paysan comment fonctionne un sol, parce que la faune endogène n'est pas la même que la faune exogène. Donc quand on laboure, on détruit les terres. Comme dit Pierre Rabhi, qui a tiré encore un signal d'alarme, on parle d'écologie, etc. Mais il faut savoir que maintenant, 80% des terres sont devenues stériles. Alors, je suis obligé de vous couper, Romain, mais on entend ce que vous nous dites et ce que disait Michel avant. C'est-à-dire qu'il y a des solutions, et que visiblement, elles ne sont pas écoutées. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Rafik Smati. C'est quoi le problème? C'est la volonté politique? C'est l'espèce de... le capitalisme un peu quand même, c'est le dans sa capitalisme. forme financiarisée, mondialisée. Il y a quand même un petit sujet.
Bah oui, enfin, mais le capitalisme, c'est aussi ce qui a permis de sortir l'humanité de la très grande pauvreté. Donc il faut quand même nuancer pour le coup. Le problème de l'agriculture et des agriculteurs aujourd'hui ne doit pas être dissocié du problème économique de notre pays. Nos agriculteurs souffrent, mais nos artisans souffrent, certaines professions libérales souffrent, et nous sommes aujourd'hui face à un vrai problème de compétitivité qui fait que nous n'arrivons pas à innover, nous n'arrivons pas à investir, et nos agriculteurs qui sont plus fragiles que les autres, problème de répartition de la richesse produite entre des gens qui sont dans la rapacité, qui en veulent toujours plus, et des gens qui sont au travail, qui demandent pas grand-chose, simplement vivre de leur travail. Ouais. Il y a et que les règles soient justes. C'est voilà. Et que les règles soient un peu d'équité. Mais bien sûr que c'est ça le problème. C'est pas la compétitivité. Allez, on se retrouve demain. Très bonne journée à l'écoute de Sud Radio.